Mesdames, bienvenue dans ce deuxième concept de physique, l'inertie et l'équilibre de force. On va s'intéresser dans un premier temps à ce qu'est l'inertie, puis après on va regarder qu'est-ce que l'inertie implique au niveau de l'équilibre de force. Bon, mettons en situation, imaginons une voiture à laquelle j'accroche au miroir un petit mobile. Et ma voiture, bon, évidemment, c'est une voiture cubique, très tendance. Lorsque ma voiture est au repos, mon mobile accroché au miroir va être aussi au repos, c'est-à-dire va aller vers le bas sous le poids de la gravité. Mais lorsque la voiture démarre très brusquement, le miroir va rester et va s'infliger vers l'arrière. Pourquoi? Parce que le mobile souhaitait rester à l'endroit où il était. Il était au repos à un endroit et souhaitait rester à ce repos-là. Même chose, lorsque vous freinez, vous êtes déporté vers l'avant, ou lorsque vous accélérez vraiment, vous êtes déporté vers l'arrière. Vous souhaitez conserver votre état de mouvement. Et quand on parle d'état de mouvement, on va parler dans le fond de à quoi ressemblait votre vitesse à un moment précis. Lorsque ta vitesse vaut 0, tu vas souhaiter conserver ta vitesse à 0. Si tu avais une vitesse qui valait une certaine valeur, 10, 15, 20 mètres, bien tu vas souhaiter rester à cette vitesse-là. Donc, tu souhaites être à la vitesse constante. C'est ce qu'on va appeler justement conserver son état de mouvement. Évidemment, l'inertie va impliquer des paramètres qui vont définir ta capacité à conserver ton état de mouvement. Plus tu as une masse élevée, plus ça va être difficile de briser ton inertie, donc de briser ton état de mouvement. Si tu es à vitesse 0 et tu as une très grande masse, bien évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de te permettre d'avoir une vitesse. Comment on va évaluer ça? On va évaluer ça selon la force. Par exemple, si j'ai un bloc de 10 kg et que je souhaite le pousser, briser son inertie, parce que sa vitesse vaut 0, ben je vais devoir utiliser sa masse et l'accélération que je vais pousser pour être capable d'évaluer si son inertie est brisée ou non. Si le bloc ne bouge pas, je n'ai pas brisé son inertie, ça veut dire que je n'ai pas été capable de créer une force résultante suffisamment grande pour générer un mouvement. Mais si je génère un mouvement, par exemple avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré, je vais, dans le fond, produire une force sur le bloc qui va se transmettre au bloc lui-même. Alors, la force que le bloc va recevoir va correspondre à son accélération du mouvement que j'aurai créé fois sa masse. Dans ce cas-ci, j'aurai 10 kg fois 2 mètres par seconde au carré et ça me donnera grosso modo une force de 20 newtons. Alors, si je veux arrêter le mouvement de mon bloc, donc si je veux briser son inertie, je devrais déployer moi aussi 20 newtons, mais dans le sens opposé. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque objet qui a un mouvement, je vais devoir déployer une force pour briser ce mouvement-là. Dans ce cas-ci, le bloc va générer une force de 20 newtons. Si je veux l'arrêter, je dois donc déployer une force de moins 20 newtons. Ou si le bloc frappe une surface comme un mur, il va le frapper avec une force de 20 newtons. Dans ce cas-ci, c'est donc le bloc va emmagasiner 20 newtons de force et que si on ne l'arrête pas, il va continuer. Dans un monde idéal, évidemment, s'il n'y avait pas de frottement. Où cela va pouvoir se traduire aussi, c'est dans le cadre des équilibres de force. Imaginons un cadre ou un bloc supporté par deux cordes, les deux orientées à 30 degrés. Et le bloc, évidemment, va subir une force, la force gravitationnelle, parce qu'il subit une accélération, l'accélération gravitationnelle de moins 9,8. Donc si j'ai un bloc de 10 kg, j'ai une force gravitationnelle de 10 kg fois moins 9,8. Sachant que j'ai
Donc, ce qui m'a donné moins 98 newtons. Sachant que j'ai moins 98 newtons en bas, je vais devoir, pour créer un équilibre de force, générer la même force, mais dans le sens opposé. Soit 98 newtons vers le haut. Mais attention, ce 98 newtons vers le haut se fait dans le référentiel Y. Et si j'ai 98 newtons en Y, eh bien les deux forces vont s'annuler. J'aurai donc un équilibre en Y, impliquant que je n'aurai aucun mouvement en Y. Cependant, mes cordes ne sont pas en Y, mais ils sont dans une force résultante. Donc, mon Y ici vaut la moitié, parce que les deux cordes sont identiques, soit 49 newtons en Y positif. Même chose de l'autre côté. Et si je veux être capable d'évaluer la tension dans la corde, bien évidemment, je vais devoir utiliser mes rapports trigonométriques, soit sin de 30 degrés est égal à 49 sur mon hypoténuse. Avec un pur calcul, sin de 30 vaut 0,5. Donc, ça me donnera une hypoténuse de 98 newtons. Ce qui implique que dans ma corde, j'ai une tension de 98 newtons de chaque côté. Je répète, il s'agit de 49 newtons en Y. 98 newtons correspond à mon hypoténuse. Dans ce cas-ci, toutes mes forces résultantes vaut 0. Donc, mon accélération vaut 0. Et si j'ai une accélération de 0, j'ai aucun changement de mouvement. Et parce que mon objet était déjà 0, il va rester à 0.